Je vous en prie. Voilà, on va avoir un... Bonsoir. Allez-y, hein, parce que ça le mérite. Alors, on va avoir un petit moment à passer ensemble. Profitez-en, ça passe toujours très vite. J'ai animé, j'ai eu le plaisir d'animer des débats. Alors, on y va, on lève la main pour poser les questions. Il y a 2 personnes qui vont pouvoir vous passer le micro, donc vous n'hésitez pas. Vous avez le privilège d'avoir 2 personnes vraiment au cœur de ce film ce soir. Et j'aimerais tout d'abord commencer avec vous, Ken Scott, avec une première question. Si votre micro fonctionne, je vais aider Roland avec le tout va bien. Dites-moi, comment vous est arrivé ce film entre les mains? Est-ce que vous aviez lu le livre de Roland tout d'abord? Qu'est-ce qui vous a percuté? Comment est née l'envie et l'idée de faire ce film? Tout d'abord, bonsoir. Merci beaucoup pour cet accueil. Alors, j'ai eu la chance, il y a exactement 3 ans, j'étais au Festival de cinéma de l'Alpe d'Huez, pas très loin, puis j'ai croisé les gens de la Gaumont qui m'ont invité à lire le roman de Roland Pérez, qui venait tout juste de sortir, à peine quelques mois. Et puis, voilà, j'ai lu une première fois, et puis j'ai lu le roman une première fois, et puis sans même le déposer, je l'ai lu une deuxième fois, et déjà j'étais en train d'imaginer à quoi pouvait ressembler l'adaptation du roman. Voilà, j'avais l'impression que dans le roman et dans l'histoire de Roland, il y avait tout ce que j'aime au cinéma. Il y a l'émotion, il y a la comédie, il y a des beaux gros personnages, des personnages incroyablement attachants comme le personnage d'Esther, le personnage de Roland. Alors tout de suite, j'avais envie de travailler sur ce projet. Et j'ai eu la chance donc tout de suite de rencontrer Roland, de rencontrer Sophie Tepper, la coproductrice qui est ici. Et on a discuté, puis ça s'est passé assez rapidement. On était tous absolument passionnés par cette histoire. Et c'est comme ça donc, que je suis arrivé sur ce projet. Et vous, Roland, est-ce que vous imaginiez en écrivant ce livre, en tant qu'écrivain, on a toujours l'envie, mais qu'un jour il serait adapté au cinéma? Je vais vous passer le mien, Bonsoir à tous. Non, évidemment. Évidemment, parce que d'abord, je ne pensais pas qu'un jour j'écrirais cette histoire. Cette histoire était restée enfouie dans ma tête, enfouie dans mon cœur. J'ai mis beaucoup de temps avant de me dire que je devais écrire cette histoire. D'abord parce que ma maman, tant qu'elle était vivante, voilà, je n'avais pas le sentiment que ce qu'elle avait fait était tout aussi prodigieux dont j'ai le sentiment aujourd'hui de ce qu'elle a mené. J'avais l'impression que toutes les mamans du monde ressemblent à Esther et que toutes les mamans du monde sont capables de faire ce qu'elle fait. Et puis j'avais une autre contrainte, c'était celle du secret de mon handicap vis-à-vis de Sylvie Vartan. Je ne voulais pas qu'elle sache le rôle qu'elle avait joué dans ma guérison, dans le rocher auquel je m'étais accroché, dans le fait qu'elle avait été prescrite dans ce traitement de façon totalement dingue, fou. Et lorsque je suis devenu son avocat, alors qu'elle ne savait rien de cette histoire, évidemment, je ne voulais pas le lui révéler parce que je trouvais que j'avais l'impression qu'elle allait être complètement percutée et qu'elle penserait que j'ai intrigué finalement pour venir jusqu'à elle, alors que c'était encore le plus grand des hasards qui a fait que je suis devenu son avocat. Donc j'avais plein de raisons. Et puis quand ma maman est partie, il fallait urgemment que je lui dise merci, il fallait urgemment que je lui rende hommage. Et puisque Sylvie, vous l'avez vu dans quelles circonstances elle a appris cette histoire, j'étais libéré de ce poids, de ce secret, et que je me disais que ce livre était la meilleure façon de lui rendre hommage. Et après, tout est parti à la vitesse de l'éclair grâce à Sophie Tepper qui est ici, qui a pris connaissance de ce livre et qui m'a demandé si je voulais qu'on en fasse une adaptation au cinéma. Et Ken Scott est rentré dans ma vie et il n'est pas prêt d'en sortir. Alors, je vais vous laisser la parole. Est-ce qu'on a des premières questions? Moi, j'en ai plein. Pas tout de suite. Des mains tendues, pas tout de suite. Bon, soyez pas timide. Moi, j'aimerais... Si, on me fait signe que oui. Alors, allez-y. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir.
Alors, je suis très ému, mais on a l'impression, mais c'est peut-être pas une impression, que dans le film, il y a un moment où vous aviez honte de votre mère. Elle prenait trop de place. Et c'est après que vous vous êtes rendu compte, en fait, c'était une maman fabuleuse et effectivement, tout ce qu'elle a pu faire pour vous et le résultat est là. Maintenant, ma deuxième question, est-ce que vous êtes toujours avocat ou vous exercez ou vous avez abandonné Vous avez un dossier à me confier? Alors sachez que je suis toujours avocat, absolument. Je m'occupe d'artistes essentiellement. Je suis avocat et j'ai d'ailleurs, alors voilà, vous me donnez la perche. J'ai le fils de ma secrétaire qui doit être là, Mickaël. Je ne sais pas où il est. Mickaël, tendez la main. Mickaël, là, Mickaël, voilà. Je suis très heureux parce que je rends hommage dans mon livre à sa maman qui m'a accompagné, qui a accompagné ma femme et moi depuis le début de ce cabinet, il y a un peu plus de 30 ans. Donc je suis toujours avocat. Ma secrétaire Christelle, la maman de Mickaël, est toujours avec nous. Et oui, j'ai continué à être avocat, même si j'ai écrit un deuxième livre qui est la suite de cette histoire qui s'appelle Ma mère, Dieu et Lizzie, où le focus cette fois-ci est plus sur Esther qui a pris beaucoup de place, qui, comme vous le dites, parfois en prenait trop, mais elle était irrésistible. C'est Lizzie qui occupe le deuxième livre, et le troisième livre qui sort dans quelques jours s'appelle Bonne fête des mères, papa, et ce sont mes enfants cette fois-ci qui occupent voilà, ce troisième livre, et je suis toujours avocat pour répondre à votre question. Une autre question dans la foulée? Ah oui, monsieur là-haut, on me fait signe. Puis après, j'aimerais bien qu'on parle du casting aussi, qui est formidable. Merci, bonsoir. Quand on est écrivain comme vous, avec une histoire personnelle, hein, ce qui n'est pas une fiction, c'est souvent vous avez vécu avec votre maman. Comment vous avez choisi est-ce que vous avez participé au casting? Est-ce que vous avez choisi votre maman finalement dans le film? Parce que j'imagine que pour vous, ça doit être une drôle d'histoire de voir ça à l'écran. Je me pince, hein, vous avez tout à fait raison, c'est plus que drôle, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est ma mère qui, de là-haut, tire les ficelles de tout. Mais sur le casting, je vais laisser Ken Scott répondre, puisque c'est lui qui était aux manettes de tout ce film et qui a pu rendre possible, évidemment, avec la Gaumont et Sophie Tepper, ce film. On a eu la chance Vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des acteurs exceptionnels. Pour moi, cette histoire, il y a beaucoup de... Évidemment, c'est un thème grave, en fait, c'est un véritable drame, mais quand je lisais le roman de Roland, je me disais qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Et donc, pour revenir au casting, c'est que ça me prenait absolument des acteurs qui avaient cette capacité de jouer avec justesse, de jouer le drame, mais qui avaient aussi cette petite lumière que certains acteurs ont, qui donne la permission aux spectateurs de rire. Et donc, c'est avec ça en tête que j'ai fait le casting, en fait, d'aller chercher des acteurs qui ont cette capacité. Et évidemment, ça me prenait des acteurs avec beaucoup, par exemple, pour Leila Bekti, ça me prenait une actrice avec le charme d'Esther, avec la détermination d'Esther, qui a toutes les qualités d'Esther, mais qui a aussi les défauts d'Esther, en fait, d'être un peu hors réalité, qui est complètement déraisonnable par moment. Donc, Esther, c'est un personnage plus grand que nature, donc j'avais absolument besoin d'une actrice plus grande que nature aussi. Alors, voilà, ça a été vraiment un beau casse-tête parce que, bon, c'est toute une famille à reconstituer à différentes étapes, à différents âges, mais aussi toute une communauté aussi. Alors, ça a été vraiment un travail très intéressant à faire pour mettre ce casting ensemble. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a quelques semaines, lorsque Roland a vu le film terminé, il a suivi toutes les étapes, évidemment. Donc, il avait vu plein de choses. Mais de voir le film terminé, on a fait une projection spéciale pour lui et ses enfants, ses 3 enfants.
Et après le visionnement, Roland nous a dit que Léla, après quelques secondes, elle avait réussi à lui faire oublier sa mère, en fait, ou Léla est devenue sa mère. Alors, peut-être que Roland peut en parler un peu plus. Oui, je ne sais pas comment c'est passé. C'est vrai qu'on a eu une vraie connexion quand Léla a accepté, sur évidemment les recommandations de Ken, a accepté ce rôle qui est un rôle gigantesque d'une femme de 30 ans qui va aller jusqu'à 85 ans. Donc c'est une gageure. Elle n'avait jamais interprété un rôle où on allait la vieillir progressivement de 50 ans quasiment. Et donc c'était vraiment pour elle un exploit. Mais au-delà de ça, elle s'est investie grâce au scénario qui avait été écrit, à l'adaptation de ce livre, elle s'est investie dans ce rôle-là. Et sincèrement, quand je l'ai vu d'ailleurs, quand on tournait les scènes, je pleurais, j'avais des émotions. Elle était Esther dans ses regards, elle était Esther dans ses silences, elle était Esther dans ses hésitations, elle était Esther dans sa flamboyance quand elle partait comme ça à la vitesse de la lumière pour démontrer quelque chose. Elle était Esther jusqu'à la fin. Et sincèrement, je le dis et je le redis, je ne voyais pas d'autres actrices qui auraient pu camper ce rôle et j'espère vraiment que ce rôle lui portera chance parce que c'est quelque chose de prodigieux ce qu'elle a accompli. Est-ce qu'elle a dit oui tout de suite? Elle a dit oui. Oui, elle a dit oui tout de suite quand elle a pu enfin prendre connaissance du scénario, puisque son scénario passe par des agents, vous savez, il y a toute une procédure, et son agent lui a fait parvenir, voilà, elle a 3 enfants à l'époque, elle est tombée quasiment enceinte de son 4e enfant, au moment de ce film, et donc elle était très occupée, elle sortait d'un tournage, donc elle ne l'a pas lu immédiatement. Et puis quand elle l'a lu, je crois que voilà, elle a été emportée tout de suite et elle voulait tellement ce rôle qu'elle espérait ne pas avoir à concourir avec d'autres, elle espérait avoir vraiment ce rôle. Vous n'avez pas eu à la convaincre, du coup. Non, ça a été tout de suite une discussion. J'étais à ce moment-là parce que vous avez peut-être remarqué que j'ai un accent, donc voilà, je suis effectivement de Marseille, donc j'habite à Montréal, Québec, et puis donc ça a été un coup de fil, on s'est parlé, puis j'ai tout de suite senti sa passion pour le rôle, pour l'histoire, donc ça a été plutôt des discussions pour s'assurer qu'on était sur la même longueur d'onde. Moi, j'avais la conviction que c'était l'actrice pour ce rôle. Après, il faut quand même s'entendre, en fait. Il faut avoir l'impression qu'on va pouvoir travailler ensemble, qu'on va... Donc, ça a été des discussions de cet ordre-là, mais tout de suite, elle était absolument passionnée par le rôle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ici devant, je crois. Bonsoir. 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 Bon, tout d'abord, bravo pour le film. L'histoire est extrêmement touchante et le rapport à la mère et la maladie m'a également beaucoup touché. La question, c'était tout simplement le rôle de l'enfant votre rôle quand vous êtes tout petit dans le film. Comment s'est passé le tournage avec l'enfant et je le trouve juste magnifique dans le film. Voilà, comment s'est passé tout simplement le rapport avec l'enfant et le tournage avec cet enfant? Est-ce qu'il a été réellement touché par la maladie ou est-ce que c'est vraiment un rôle de composition pour lui? C'est un rôle de composition, donc si on parle il y a eu plusieurs acteurs en fait qui ont joué le rôle, donc le petit Poupon évidemment, après il y a un jeune acteur qui joue quelques scènes, et ensuite c'est un acteur qui s'appelle Naïm Naji qui joue la majorité de la jeunesse du petit Roland, et qui, évidemment, pas évidemment, il n'est pas handicapé, alors il a fallu utiliser différentes techniques pour qu'il soit à l'écran, donc soit que, selon le plan qu'on prenait, soit qu'il y avait quelque chose pour contraindre son pied à être un peu tourné, ou soit qu'on faisait ça et on ajoutait juste une petite torsion à l'aide d'effets spéciaux après, donc en post-production, ou soit que c'était un faux pied qu'on mettait s'il n'était pas en mouvement. Et puis ça, on pouvait l'animer en fait en post-production par la suite. Donc selon la séquence, selon la scène, selon le plan, selon le mouvement, on utilisait toujours différentes techniques. L'enfant, lui,
il a fallu vraiment qu'il passe des semaines et des semaines et des semaines à s'entraîner pour pouvoir ramper par terre et que ça soit fluide, parce qu'il faut que ça soit comme s'il fait ça tout le temps, et que c'est une deuxième nature pour lui. Alors ça a été vraiment un travail pour ce petit acteur qui jouait à peu près pour la première fois au cinéma. Alors ça a été merveilleux de pouvoir travailler avec lui pour faire ce rôle de composition, comme vous dites. Merci. Merci. Je crois qu'il y avait une question devant. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Je peux passer le micro. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous deux. Moi, je voulais vous poser une question à vous, Monsieur Pérez. On voit dans le film que l'enfant ne parle pas beaucoup. Comment est-ce que vous vous sentiez, vous, en tant qu'enfant, atteint de cette maladie-là? Quel était votre ressenti par rapport aux autres? Et comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors moi, j'étais en attente de ce miracle qu'on me promettait tous les jours. Donc quand on est en attente d'un miracle, on est un peu silencieux. J'observais beaucoup, j'avais un sens de l'observation très aiguisé parce que je passais pas mal de temps parfois seul quand mes frères et sœurs allaient à l'école. Je passais mon temps avec mon pick-up où il y avait des chansons de Sylvie Vartan qui faisaient partie de mon traitement. Et puis je passais du temps avec ma maman et ses voisines que j'observais. Donc j'avais un spectacle permanent entre mes 5 frères et sœurs et les voisines. C'était une comédie délartée chez moi, sans cesse. Donc un spectateur ne parle pas, il assiste. Et moi j'étais au spectacle tous les jours, je ne sortais pas de chez moi. Quand je sortais chez moi, c'était pour aller chez le médecin, pour essayer de trouver un traitement à ce pied beau. Et donc ce qui m'apportait... Dans le roman, il y a beaucoup plus de détails, oui, de tout ça. Donc, je vous encourage à lire le roman. Voilà, mes journées sont un peu plus détaillées, effectivement, dans le roman. Et ce que je faisais, mais c'est vrai que j'avais les yeux arrimés aux yeux de ma mère, c'est-à-dire que j'attendais ce miracle, elle me le promettait tous les jours, et je guettais dans ses yeux si ce miracle allait arriver, et si elle avait toujours cette lumière incandescente dans les yeux qui me laissait penser que c'était proche, le miracle de pouvoir marcher. On a d'autres questions par ici? Oui, au fond. Je crois qu'au fond, il y a quelqu'un qui veut parler. Alors oui, non. Apparemment, c'est exactement la même question, c'est pour ça. Ah d'accord. Alors il y a un monsieur tout devant qui m'a fait signe. Je vais vous faire marcher. Moi, j'ai une petite question rapide en attendant que le micro se déplace. Est-ce que le travail du maquillage était compliqué? Parce qu'on voit Leila Bekti vieillir énormément pendant tout ce film. Oui, c'était un beau défi, en fait. C'était tellement un beau rôle que j'avais pas envie de le séparer en deux et de prendre une actrice plus âgée, parce que je trouvais que c'était un tellement beau défi et que les gens auraient un plus grand attachement, en fait. Et puis, donc, il y a des effets de maquillage qui sont sur plusieurs âges. En plus, il y a la soixantaine, mais ensuite 75, et ensuite on va jusqu'à 85. Donc, il y a vraiment une gradation. Il y a eu tout un travail qui a été fait. Un très beau travail, je trouve, réussi. Juste, ouais. Mais il n'y a pas que ça, en fait, sur le vieillissement, parce qu'il y a Leila qui a vraiment incroyablement interprété cette femme à chaque âge, en fait. Et il y avait une réflexion sur, Esther, à 65 ans, comment il doit bouger. Alors, c'est pas juste un effet de maquillage, mais c'est un effet de comment elle s'est entraînée pendant longtemps pour arriver à ça, à 65 ans. 75 ans, quelle est la différence? Donc, il y a ça aussi qui est incroyable de la part de Leila. Il y a l'interprétation. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Oui, je voulais savoir, à votre naissance, la vie de votre famille a complètement changé, on le voit dans le film, et je voulais savoir comment ont vécu vos frères et sœurs le fait que votre mère a fait vraiment, je pense, un focus sur vous. Alors dans le film, on voit que c'était un focus sur moi parce que l'histoire, évidemment, raconte cette épopée, mais en réalité, excusez-moi de vous dire, quand vous lirez le livre, vous verrez que le focus était également sur mes frères et sœurs. J'avais un frère qui bégayait, qui avait beaucoup de difficultés, qui donc était traîné quasiment tous les 2 jours chez l'orthophoniste. J'avais un frère qui ne mangeait pas, qui refusait de manger, donc il fallait vraiment trouver les traitements adéquats. J'avais une sœur qui rêvait de devenir Barbara Streisand, donc elle était au petit conservatoire de chez Mireille.
Donc tout ça, il a fallu, ma mère a géré tout ce monde. On voit le focus, effectivement, j'étais l'enfant le plus, voilà, j'avais un problème plus important que les autres, mais les autres n'étaient pas en reste dans l'attraction, l'attrait, et le fait que ma maman, il s'occupait, et mon père aussi, des autres enfants. Allez-y, hein, vous avez encore la parole si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, madame, devant. Oui, ici au milieu. Oui, devant. Bonsoir, déjà bravo pour ce film. Et moi j'avais quelque chose qui m'a intriguée tout au long du film, c'était, je voulais savoir, monsieur Pérez, si un jour vous avez su ce qu'il y avait écrit dans la lettre. Ce qui était écrit, c'était le fait que je ne marchais pas quand je suis né et que j'avais une passion, que Sylvie Vartan m'avait fasciné très jeune, parce que mes sœurs étaient évidemment fans des années 60. Moi, j'étais né un petit peu après, donc fan des années 60, et que Sylvie Vartan s'est retrouvée, bien malgré elle, prescrite dans un traitement qui m'a permis, avec ce traitement, de m'accrocher, de rester 18 mois allongé dans un lit, et d'apprendre à lire et à écrire avec ses chansons. Voilà ce qui était écrit. Merci. Ah oui, par ici aussi, on a une question. Je note, non? Tout au bout de la rangée, c'est ça? Ouais, juste là. Alors, on fait passer le micro. Allez-y. Du coup, moi, ce serait plutôt une question sur la technique. C'est sur le moment où il y a l'interview de Sylvie Vartan, et je me demandais si c'était une technique de rajeunissement des visages à l'image, ou ce que j'ai vu, que l'image était un peu spéciale, et du coup, je me demandais ce que c'était la technique utilisée. Oui, sur Sylvie Vartan, lors de l'interview, c'est une actrice qui joue, donc une vraie actrice, mais où on va rajouter en fait des éléments du visage de Sylvie Vartan. Donc c'est une utilisation en fait de l'intelligence artificielle. D'accord, merci. Allez-y, d'autres questions? Pas pour le moment. Si, je vois que ça court, ça court. Deuxième. Allez-y. Moi, c'est pour le réalisateur. Bonjour. C'était pour savoir si vous appréhendiez de faire un film comme ça avec un lien aussi fort au niveau de la famille. Et je me demandais si vous appréhendiez, si vous aviez peur du rendu et de comment bien transcrire cette émotion. Il y a toujours une petite appréhension. Il y a beaucoup... quand on travaille avec autant de gens, et puis il y a une histoire comme ça, il y a des attentes. Donc oui, il y a une certaine pression en fait pour un réalisateur. Alors, il y avait une certaine pression supplémentaire parce que c'est une histoire vraie, et puis ces personnes-là sont juste à côté de toi, donc il y a une certaine pression. Mais c'est une pression qui est agréable, qui nous pousse à aller plus loin, en fait. Donc ça c'est merveilleux. Il avait de la chance qu'Esther ne soit pas vivante. Esther, ça aurait été très très dur. Et puis l'autre question, pardon, j'ai oublié. Donc c'est ça. Il y a une certaine pression, évidemment, de raconter une histoire qui est vraie. Mais sur la famille. Oui, et sur la famille, oui, c'est ça, la question sur la famille. Je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime explorer, en fait, les thématiques autour de la famille. J'ai écrit et réalisé un film qui s'appelle Starbuck, que j'ai tourné au Québec, mais qui a eu un certain succès ici en France aussi, où c'est l'histoire d'un donneur de sperme qui se retrouve à avoir enfanté 533 enfants. Et donc, encore là, c'est l'exploration de la paternité, mais de façon exagérée. Ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est une histoire qui parle des relations mère-fils. Là, c'est une histoire vraiment singulière, mais en même temps assez universelle. C'est-à-dire, même si moi, je suis québécois et puis j'ai une mère québécoise, j'avais l'impression qu'il y avait
beaucoup de ma mère dans cette histoire. Et je pense que lorsqu'on a commencé à présenter le film, les témoignages nous révèlent que les gens voient beaucoup de leur mère en Esther. Et il y a quelque chose où voilà, j'avais envie d'explorer ce thème, et c'est quelque chose qui me rend créatif, je crois. Là, une question encore. Juste ici, je crois. Bonsoir, merci Bonsoir. pour le film. J'avais une question pour M. Pérez, parce que vous faisiez de... Ah, un tout petit peu plus fort, Pardon. excusez-moi. Vous faisiez de la danse et du théâtre Oui. juste après, et après vous êtes devenu avocat. Est-ce que cette vie sur scène ne vous a pas manqué à un moment donné? La question, C'est la vie sur scène, est-ce que ça vous a donné envie plutôt que d'être avocat, c'est ça? Non, Si ça vous manque. Si ça vous manque. Si ça vous Vous voulez que je vous fasse quelques pas de danse? Je vais vous montrer que la vie fabuleuse a vraiment commencé effectivement dans ce cours de danse qui s'est mal terminé. Vous l'avez compris, j'ai enchaîné ensuite sur des cours de comédie. Je chantais également à l'Opéra de Paris, j'étais à la chorale de l'Opéra de Paris. Ma mère avait des ambitions démesurées pour tous ses enfants. Et j'ai eu donc une vie très intéressante, mais c'est vrai que je suis devenu avocat. Alors effectivement, ma mère y a œuvré, mais je suis devenu avocat aussi parce que j'ai très vite eu le sentiment quand j'étais jeune que le métier de comédien, le métier d'artiste était un métier vraiment très précaire, qui était un métier où j'allais me mettre en danger. J'avais vu enfant autour de moi beaucoup d'adultes qui n'avaient pas réussi, qui étaient extrêmement tristes, qui couraient les castings, qui couraient les cachets. Et je me suis dit qu'avec la vie que j'ai eue, je n'allais pas encore me précipiter pour me remettre dans le danger. Et donc je me suis dit qu'avocat, après 10 ans de cours de comédie au cours Simon, je pense que devant les prétoires, je pourrais peut-être m'exprimer et défendre les artistes, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je suis très heureux de le faire. Je rebondis un tout petit peu sur la danse et la musique, parce que le choix de la BO, on n'en a pas parlé, elle est très belle et elle soutient aussi les propos du film. C'est vous qui l'avez choisi? Oui. Donc, il y a des choix, évidemment, je crois qu'il y a 5 chansons de Sylvie Vartan, et on savait, étant donné l'histoire, étant donné la présence de Sylvie Vartan, qu'il allait y avoir beaucoup de chansons. Je crois qu'il y en a 5, mais le défi que je m'étais donné, c'est que je voulais pas que ça soit toujours bang, on met une chanson de Sylvie Vartan qui joue. Alors, à chaque fois qu'il y a une chanson de Sylvie Vartan dans le film, elle est interprétée d'une façon différente. Il y a une fois où, oui, on met la chanson, mais une autre fois, c'est toute la famille qui chante. Ça devient une chose. Une autre fois, c'est Irrésistiblement, où il y a le jeune Roland qui chante tout seul. Il y a Nicolas qui est interprété par elle live, seulement avec une guitare. Donc, chaque fois, je voulais qu'on s'amuse, en fait, avec toutes les différentes chansons de Sylvie Vartan. Après, la musique, elle a été composée par Nicolas Herrera. C'est un compositeur avec qui j'ai fait plusieurs films déjà. C'est un compositeur français que j'aime beaucoup, qui est très, très, très talentueux. Et puis, voilà, évidemment, je savais que la musique allait prendre une place importante dans le film. Alors, on s'est bien amusé. Je crois qu'il y a une autre question un petit peu plus haut. Il y a plein de questions. Bonsoir. 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 Bonsoir, j'ai une question pour Roland. Monsieur Roland. Je voulais savoir si vous avez tout, pardon, je ne vois pas. Là. Ah, pardon, voilà. Je voulais savoir si vous avez participé au tournage, s'il y avait des petites choses à changer pendant le tournage, tout ça. Alors non, rien n'a changé, mais j'ai été associé, je dois le dire, grâce à Sophie Tepper, grâce à la Gaumont, grâce à Ken Scott surtout, qui a réalisé ce film, qui a écrit le scénario. On a beaucoup parlé ensemble, on a beaucoup échangé ensemble, et j'ai eu la chance d'assister, alors j'étais pas tous les jours évidemment sur le tournage, mais j'ai assisté, oui, à beaucoup de grandes scènes du film. J'ai été à chaque fois très ému, mais et puis surtout j'ai vu que la traduction de cette histoire en images était absolument extraordinaire. Donc je n'ai rien eu à dire et je pense que si j'avais eu à dire, j'aurais été écouté, parce que c'est les vertus de Ken, c'est d'échanger, d'écouter, d'échanger, et c'est comme ça que ce film s'est construit d'ailleurs.
On va prendre encore une ou deux questions. Il y avait des mains tendues. Voilà, il y en a une ici. Bonsoir. Déjà, bravo et merci pour ce film. Je me demandais, c'était un peu la même question, mais vu que M. Pérez, vous avez été très présent sur le tournage, est-ce que vous avez participé insisté sur des éléments de déco qui étaient dans votre maison ou sur la tenue de votre maman, ou si c'était un choix artistique du réalisateur? Oui, alors Ken a beaucoup travaillé ça, effectivement. Dans le livre, il y avait toutes les descriptions de cet HLM bigarré du 13e arrondissement. On était quand je suis né dans les années 63, en 63, donc on avait parfaitement toute l'iconographie de cette époque. Et Ken a travaillé au détail près, du poster au magazine. Vraiment, on a d'ailleurs, quand mes frères et sœurs ont vu le film dimanche, ils étaient bouleversés de retrouver leur appartement reconstitué à la théière près, à la chaudière, à la cuisinière. Enfin, tout était incroyablement reconstitué avec une justesse, une vérité, voilà, qui donnait des frissons. Donc, Ken n'a pas eu besoin vraiment de moi. Je pense qu'il a su, en choisissant le bon décorateur, en choisissant les bonnes personnes, accessoiristes, et tous ceux qui ont travaillé avec lui pour pouvoir reconstituer, j'ai envie de vous dire à l'identique, mais de toute façon vous ne connaissiez pas chez moi, donc c'était pas grave, mais je dois dire que voilà, pour moi c'était oui à l'identique. Il y avait des éléments dans le livre peut-être aussi. Il y avait des éléments dans le livre. Oui, il y avait beaucoup de descriptions dans le livre. On peut se permettre de décrire beaucoup, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en image. Non, c'est sûr. Ouais. Une question encore au fond. Oui, bonsoir. Alors déjà, bravo pour ce film. Et je voulais savoir si vous côtoyez toujours Sylvie Vartan, et si oui, est-ce qu'elle a vu le film et qu'est-ce qu'elle en pense? Et autre question, est-ce que les autres livres que vous avez écrits pourront faire l'objet d'une adaptation ou pas? Voilà. Alors Sophie et Ken vous répondront pour les autres livres qu'ils ont entre leurs mains. Merci. Alors pour Sylvie Vartan, pour répondre tout à fait à vos questions, oui, Sylvie Vartan est restée ma cliente, mais au-delà de ma cliente, elle est restée surtout mon amie. Vous savez, je redoutais beaucoup quand j'étais jeune, quand j'expliquais à ma femme que vous avez vu dans la scène que je n'étais pas un fan lambda, c'est-à-dire que je n'avais pas demandé des autographes, que je l'avais approché dans le cadre de mes activités journalistes réduites à des interviews uniquement de Sylvie. Donc je n'avais pas ce rôle de fan, mais que je ne réprouve absolument pas. Je trouve ça, elle a fait ses adieux là récemment. J'ai vu 15 000 fans pendant 6 soirs debout, voilà, et c'est formidable et c'est magnifique. Et je dois dire que je voulais pas approcher Sylvie parce que j'avais peur qu'elle ne soit pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé, de ce que j'avais voilà, fantasmé probablement, de la personne qu'elle était, quand je parle de la personne morale qu'elle était, de ce qu'elle m'avait fasciné. Et en fait, elle est bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc ça reste une amie extrêmement précieuse, donc je suis très admiratif. Et puis votre dernière question, c'était... Ah oui, mes autres livres. Écoutez, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle « Ma mère, Dieu et Lizzie », qui raconte cette fois-ci ma singularité. Vous avez vu ma femme, donc vous avez vu, ça a été évidemment très raccourci. Elle est malheureusement partie à 45 ans. Mais on a eu une histoire d'amour absolument extraordinaire que je raconte et qui était extrêmement aussi insensée, folle, où Esther a joué un petit rôle. Donc oui, ça s'appelle « Ma mère, Dieu et Lizzie ». Et puis mon troisième livre qui s'appelle « Bonne fête des mères, papa » qui sort dans quelques jours, raconte aujourd'hui, raconte plutôt l'histoire d'un papa solo avec cette fois-ci un retour en force d'Esther. Alors je ne sais pas s'ils seront adaptés, je ne sais pas s'il y aura une suite, mais tout dépend de vous. Si vous avez aimé ça, peut-être que vous avez aimé ce film, peut-être qu'on reviendra sur ces aspects-là de Lizzie et des enfants. Alors voilà, le débat touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et surtout, à nouveau un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour que